Il est des lieux comme il est des hommes et des histoires qui ne manquent pas d'originalité. Voici un homme passionné d'alchimie qui va nous accompagner dans la visite d'un de ces lieux remarquables. Alors la question qui je suis, j'aime à dire et à préciser que je ne suis rien. Être rien, ça permet d'être humble et de considérer son ignorance. En tant qu'ignorant, je suis définitivement un chercheur. C'est ce qui fait que j'ai essayé de comprendre tout ce qui se passait sur ce lieu, de savoir quels étaient les indices et qu'est-ce qu'on a cherché à nous expliquer. Ma passion pour l'alchimie me permet une certaine compréhension entre les mondes physiques et les mondes subtils, voir l'incidence qu'il peut y avoir entre les deux. En l'occurrence, de toute évidence, j'ai envie, le désir et probablement le plaisir d'expliquer ce que le lieu que nous allons visiter raconte. Ce curieux personnage nous propose de cheminer par monts et par vaux, vers les hauteurs de son être, en commençant par 2 calvaires qui jalonnent cette épopée à travers un discret village de Savoie. Donc ici, on a une croix, somme toute standard, a priori, mais qui est un premier indice. Nous avons des dates qui correspondent à, on ne sait pas vraiment quoi, mais probablement des années où la croix a été refaite. Mais surtout, on a un petit indice qui se trouve de l'autre côté, qui va nous donner un signe, un premier signe alchimique. Vraisemblablement un carré magique. On le retrouve à Grenoble, sur une porte, en plein centre-ville, dans la vieille ville de Grenoble. Et ici, une inscription « Ius Asaph ». Pour donner un petit indice de ce qu'on peut y trouver, c'est qu'il y a des géométries. En suivant les lettres, on tomberait sur certaines géométries et qui seraient peut-être en rapport avec aussi, là, une époque templière. Et au-dessus de la croix, vous avez tout simplement sculpté sur le cuivre une sorte de soleil. Ça veut dire que la lumière commence à rentrer en ce lieu. Donc ici, nous arrivons sur un chemin de croix, au 2e calvaire, avant de trouver la réalisation très particulière d'une maison alchimique. Ce calvaire est une œuvre de très haute intensité symbolique, dont la fonction est d'effectuer un point d'acupuncture sur le lieu. Cette croix est en réalité une croix de lumière, qui, sous ses airs christiques, a un apport particulier sur le lieu et marque par sa présence la configuration géologique, géobiologique du lieu. Il est sculpté de tous les côtés, sur sa verticalité en façade, au dos, sous les transepts et au-dessus des transepts, et de chaque côté du pied. Ici au centre,
Donc sur le transept, nous avons deux mains qui sont la symbolique du pardon et de l'amour. C'est-à-dire on embrasse l'autre. Avec d'un côté le feu et de l'autre côté la terre. Et puis enfin, au sommet, nous avons le symbole de la foi, du lien au divin, de l'air. Pour les curieux, 3 pages explicatives sont consultables en mairie dans les archives municipales. Donc là, on est devant la façade de cette maison alchimique très particulière, avec, comme on peut le constater, un certain nombre de symbolismes, pour certains visibles au premier coup d'œil et pour d'autres qu'il faut aller chercher. Ici, on voit un balcon qui est sculpté, avec différentes représentations. On voit le relief qui correspond à ce qui se passe ici dans le paysage, parce qu'on est sur un lieu très particulier, avec un cobra, avec une forme aussi particulière, qui est dressé, et le corps en 8, ça a son importance. On voit un soleil qui se lève à un endroit, et un soleil qui se lève à un autre endroit. Ce soleil donc, qui est ici pointé, représente en fait le solstice d'été au levant, donc très important, 21 juin. Il y a une particularité sur cette façade de balcon, il y a un texte qui indique ut custandiant transitum. C'est du latin et ça signifie je garde le passage. Le passage, on peut l'interpréter de deux façons. Vous savez qu'en alchimie, il y a toujours le langage des oiseaux. On parle d'un pas sage, un pas vers la sagesse, et aussi un passage qui correspond ici à ce lieu. L'autre particularité, ici, vous avez donc une maison de dessinée, peut-être une chapelle, avec sur le toit une horloge. Là aussi, on va aller chercher dans le langage alchimique, puisqu'il s'agit d'un toit et d'une horloge, l'horloge sur le toit. Et en fait, il y a un code derrière cela, l'horloge sous toit, puisqu'on a toujours un retournement et une inversion. Ça, c'est très important. C'est donc une sorte de rébus, et on parle bien de l'or qui loge sous toi, c'est-à-dire où qu'on soit, l'or est en nous. Et une chose n'a pas terni, très particulièrement, il s'agit d'une croix de Ankh qui descend de la partie droite de la géographie de la montagne. Une main vient tendre une croix de Ankh. La particularité de cette sculpture, c'est qu'elle n'a absolument pas été grisée, et ça, c'est une surprise. Là, on peut dire qu'on est dans le domaine de la magie. Ensuite, sous ce balcon, nous avons une autre particularité. Nous avons 5 supports, 5 consoles qui supportent le balcon. Là aussi, il n'y a pas de hasard. Ces 5 supports, en fait, correspondent aux 5 éléments alchimiques, à commencer par le symbole de la terre, suivi de l'eau, suivi du feu, suivi de l'air, et le 5e qui est le symbole, une fois de plus, de la quintessence. La particularité de ces 5 symboles, c'est qu'ils sont en lien avec ce qui se passe ici sur la route. Vous voyez que la route est inclinée et qu'il y a donc une élévation. Or, on commence bien par la terre et on va aller jusqu'à l'air, puis, lorsqu'on atteindra l'élévation ultime, on atteindra l'éther. C'est déjà une indication pour ce qui se passe dans la maison. Nous le verrons par la suite. Nous avons une poutre très particulière là-haut, qui est entièrement gravée. Elle correspond à une ouverture de fenêtre qui fait très exactement 3,60 m. Ces 3,60 m représentent, dans les chiffres babyloniens, donc on est sur une base 12. C'est ce qui va nous donner les heures, 60 minutes, 60 secondes, 24 heures. C'est ça la base 12. Et la maison est vraiment alchimique initialement, puisque
ça faisait déjà 360 comme 360 degrés. Cette poutre qui traverse cette ouverture est là aussi divisée en 12 parties. Vous avez 12 icônes qui représentent le symbole solaire dans 12 civilisations différentes. Il nous reste deux choses à voir. L'une concerne une géométrie très particulière. Ce sont les 4 points que je mentionne ici. En bas, un alpha minuscule et un oméga majuscule. Et en haut, un pan argenté pour son corps avec un plumage en or. Et un serpent sur le 4e point, c'est-à-dire le 2e point haut, qui lui est complètement en argent. Ces 4 points représentent un carré très particulier. C'est exactement la traduction de la base de la pyramide de Gizeh, comme vous le savez, qui est carré, et qui comporte une longueur de 440 coudées de côté. Et c'est exactement la traduction ici en centimètres, c'est-à-dire qu'on a un carré de 440 cm par 440 cm. L'alpha minuscule, l'oméga, vous savez que le Christ était souvent dans les icônes religieuses dans les cathédrales. Il est entouré d'un alpha et d'un oméga. Ici, vous avez un alpha minuscule et un oméga majuscule pour dire qu'on prend la globalité, on prend le tout. La particularité de cet alpha et de cet oméga, c'est qu'ils sont retournés, ils sont à l'envers. Ça veut peut-être nous indiquer qu'il faut aussi faire un retournement pour envisager une autre version, une autre vision de la vie. L'oméga majuscule représente aussi un chaudron particulièrement agressif, c'est l'esprit mâle, et alors que l'alpha est tout en rondeur, c'est l'esprit féminin. Le serpent, donc symbole lunaire, qui travaille dans l'obscurité. Vous remarquerez sa gestuelle qui est très particulière. Il dessine un G, c'est-à-dire qu'il fait un tour et à un moment donné, il revient vers l'intérieur. Donc il explore symboliquement son intériorité pour repartir à la verticale vers la lumière. Là aussi, on a une indication sur le mouvement à accomplir pour une certaine progression dans le cheminement alchimique. Derrière la vitre, on peut voir, sculpté d'origine de 1776. L'alchimiste considère aussi la numérologie. Nous avons donc un 1 et un 6 qui font 7, et 2 autres 7. Ça veut dire qu'on a une trinité sur le 7 qui est le chiffre magique. Donc il est très important, et le chiffre 3, puisqu'il est 3 fois présent. Donc déjà, ça prédispose la maison d'origine à l'alchimie. Enfin, la dernière chose, c'est qu'ici, on a 2 serpents qui se croisent autour d'un bâton et qui réalisent très exactement 7 intersections qui pourraient symboliser les chakras. Ces 2 serpents qui se croisent, qui peuvent représenter le symbole masculin-féminin, peuvent représenter la Kundalini qui traverse le corps à travers les 7 chakras. Et en haut, il y a un pommeau, en haut du bâton qui est au centre de ces 2 serpents qui se croisent. On a le symbole de Thoth Hermès, Hermès Trismégiste, que les Égyptiens et alchimistes connaissent très bien. On dit aussi Hermès 3 fois maître. Et le pommeau de ce bâton a un rayonnement en or. Donc ça veut dire qu'il y a eu éveil de la Kundalini, et la personne qui a sculpté ça a très probablement atteint certaines connaissances. Ici, on peut apprécier ce qui se passe d'un point de vue géobiologique, puisque le paysage est hautement alchimique. La maison dont nous parlons ouvre la porte sur ce lieu qui est une vallée
protégée, méconnue, qui s'appelle la vallée des huiles, et qui possède quelques particularités. Ici, nous avons très précisément ce qu'on appelle un point du dragon, c'est-à-dire un point énergétique qu'on peut retrouver dans le Feng Shui, où il y a vraiment des choses particulières. D'un côté, vous pouvez apprécier donc le paysage qui est en forme de creux, ombragé, et qui est en miroir avec de l'autre côté un paysage qui est en forme positive et ensoleillé. Une autre particularité par rapport aux astres, c'est que le soleil au solstice d'hiver, donc 21 décembre au matin, se lève exactement dans le creux, ici. Nous avons exactement ici les deux principes, féminin et masculin. Ombre, lumière, humide, sec. Tous les opposés sont présents ici, les contraires, et c'est très important dans la démarche alchimique de considérer les deux, parce que c'est l'union des deux qui fait l'harmonie et qui donne la dimension universelle. On ne peut pas négliger l'un et l'autre. On doit tout retrouver en soi dans une démarche alchimique. Et au milieu de ce vallon coule une rivière, et cette rivière a un axe très particulier puisqu'il est orienté en son dos vers la source sur le levant au solstice d'été, 21 juin au matin, et dans sa destinée, il est orienté au couchant du solstice d'hiver. Nous sommes au 45e parallèle, donc c'est une inclinaison à 45 degrés. Ça, c'est primordial. Et c'est pas pour rien que dans ce lieu-là, et chercheront les chercheurs, qu'on trouve une chapelle templière. Très probablement, le château qui était construit ici sur le pic de l'Huile était d'origine templière, puisqu'on retrouve des premières traces, des premiers écrits en 1278 de son existence, qui avait déjà plus d'un siècle. Et cette chapelle est la preuve même, les Templiers étant des gens qui avaient d'énormes connaissances sur les lieux d'énergie, qui savaient exactement où bâtir des demeures particulières. S'ils ont mis ici un édifice, c'est la preuve qu'il s'y passe quelque chose de particulier. Cet inconnu, féru de métaphysique, nous invite à poursuivre notre chemin initiatique à l'intérieur de la demeure. Là, on va rentrer dans l'atelier. Mais avant, il y a deux éléments qui ont leur importance. On a une pierre brute qui n'est encore pas taillée, et ici, une pièce de bois qui a pris la foudre. La foudre étant un symbole de lumière. Ici, vous avez une première porte sculptée dans cette maison particulière qu'on peut appeler la porte qui nous invite au voyage. L'invitation au voyage. Cette porte se compose de 3 tableaux, un triptyque. Alors pour le premier, la première partie du triptyque, vous avez ici en pièce centrale un sablier. Un sablier dans lequel vous pouvez voir donc une partie de sable dans la partie supérieure, une partie dans la partie inférieure. Et en bas, vous avez les 4 éléments alchimiques qui sont l'eau, l'air et le feu. Et au-dessus, dans la partie qui va devenir vide, il reste quelque chose, c'est la partie éthérique, qui est représentée par une étoile à 6 branches, représentant la quintessence, le substrat alchimique, fait de 2 triangles inversés. Ensuite, on a derrière le sablier, nous avons une map monde où ressort 2 continents.
un continent africain et un continent indien. L'explication étant que le continent africain représenterait le berceau de l'humanité et le continent indien serait... c'est comme ça qu'on surnomme les compagnons ébénistes. On dit qu'ils sont des Indiens. Voilà pourquoi il y a le continent indien qui est représenté. Cette map monde nous invite au voyage aussi terrestre. Donc on est dans un voyage physique mais aussi métaphysique. Ensuite, de chaque côté, vous voyez des tracés géométriques. Ce sont des colonnes égyptiennes en rapport avec l'Afrique. Et nous allons rencontrer dans la partie supérieure d'autres tracés qui sont en rapport avec l'Inde. La deuxième partie du triptyque. Donc nous avons ici un personnage nu avec une arche qui tire à l'arc et qui représente en fait Héraclès dans son 6e travail. Les oiseaux du lac Stymphale représentent le moment où le ciel va se dégager et que Hercule ou Héraclès va atteindre les 6 travaux suivants, les travaux qui emmènent à la spiritualité. Sur ce deuxième pan, nous voyons donc un homme nu dans une posture défavorable en train de chasser. Et on remarquera qu'il n'y a pas de flèche. C'est la copie exacte de la sculpture de Bourdelle qui se trouve au musée des Beaux-Arts à Lyon. La particularité, c'est que c'est une posture énergétique. Il n'y a pas de flèche, donc c'est par l'esprit que les oiseaux vont être tués. Là, en fait, entre le premier pan et le deuxième pan, vous avez cette inscription. Cette inscription est en fait les 3 stades de l'évolution d'un initié. Dissérer, c'est apprendre. Opérer, c'est travailler. Et transmittere, c'est transmettre. En d'autres termes, apprenti, compagnon, maître. Donc notre Héraclès est en lien avec la 3e partie du tableau. Ça, c'est un tracé qu'on trouve sur toutes les portes au Népal, en Inde, très fréquemment, qui représente la Lune, les 2 luminaires, les 2 astres, et le Soleil. Le Soleil ici a une symbolique aussi égyptienne, comme Ra, puisqu'on voit des bras qui descendent et qui vont atteindre jusqu'au 3e triptyque. La particularité des bras, lorsqu'ils viennent toucher le personnage d'Héraclès, il y a une fragmentation de la lumière avec 7 couleurs. Alors qu'ici, la lumière pure du soleil, on sait parfaitement qu'elle est blanche. Ça indique aussi quelque chose de particulier. Enfin, et pour terminer sur cette porte, il y a 3 objets particuliers qui ont été réalisés à la feuille d'or. Il y a le soleil, il y a l'arche protectrice qui symbolise la protection d'Héraclès, qui est aussi à la feuille d'or, et en 3e lieu, le symbole alchimique de la quintessence, l'étoile, le sceau de Salomon à 6 branches, qui est aussi doré à la feuille d'or. C'est une indication pour le chercheur. À présent, nous pénétrons dans le laboratoire. Donc là, on vient d'arriver dans l'atelier. Visiblement, la personne qui occupait les lieux ou qui occupe les lieux est toujours en activité, puisque l'atelier n'est pas rangé, ou est-ce que la personne a disparu en laissant tout en l'état. Ici, nous avons une forge. Nous avons des épées, très étonnamment. Est-ce que des épées ont été forgées? Et on voit que c'est les épées du Cid. C'est marqué dessus. Elles sont gravées. Tiens donc, un indice. Ou pas. Et puis, nous avons toutes sortes d'outils, ici sur le tableau, qui correspondent quand même à un certain travail, comme un levier, nous avons des équerres, nous avons des compas, des maillets, qui sont autant d'outils pour œuvrer. Et puis nous avons quelques carnets. Je ne sais pas si c'est en rapport avec ce travail-là, mais en tous les cas, ce sont des écrits très métaphysiques, avec des tracés et entremêlés de géométrie, d'annotation, de presque poésie.
Donc c'est une curiosité supplémentaire du lieu. Il est fort à parier que la personne œuvrait non seulement sur la matière, mais aussi sur son esprit. L'évidence ici, c'est que le labeur est toujours en cours, que la personne visiblement manie ou maniait l'or, puisqu'ici nous avons 3 tankas et un ouvrage qui s'apprête à être effectué, qui sont en feuille d'or gravée. Donc la personne a une certaine connaissance de l'or. On trouve ici aussi son tablier, dans lequel il y a une vieille clé. C'est probablement un indice, peut-être une clé qu'on cherche pour évoluer, pour avancer sur son chemin de vie. Alors il semblerait que cette maison ait été construite par, à coup sûr, un homme, peut-être 2, en une douzaine d'années. Et le 12 est probablement aussi un symbole, puisqu'il représente la totalité. 12, c'est les 12 mois de l'année. Et quand on a atteint le 12, on a atteint la complémentarité, la totalité. 12, c'est aussi 1 et 2 qui donnent le 3. 1 étant le masculin, 2 le féminin. Symboliquement, ce sont les chiffres qui sont en correspondance. J'aimerais à dire que la première personne, le premier genre à être présent, ce serait la femme, puisqu'elle engendre. Donc, entre le 1 et le 2, il pourrait y avoir peut-être une autre explication. Mais la somme des deux donne le 3, un résultat, un aboutissement, une création. Et c'est cette union qui est indispensable. Alors ici on vient d'arriver sur une nouvelle porte qui est une porte basse dont la dimension fait 1,38 m et qui fait suite à la première porte qui pouvait s'intituler Invitation au voyage. Cette seconde porte serait plutôt ombre et lumière et vous allez comprendre pourquoi. Alors sur cette porte on voit un travail, un ouvrage qui parle des sciences alchimiques. Vous avez en bas donc les sciences primitives, qui sont au nombre de 7, et sur la partie haute, des sciences plus subtiles, alchimiques, donc, qui sont aussi au nombre de 7, et on va voir qu'elles sont toutes en correspondance. Il y a une implication, une intrication entre ce qui se passe en bas et ce qui se passe au-dessus. Au milieu de la porte, on voit un personnage, au demeurant au repos, un vieux monsieur qui semble vraiment paisible et tranquille, avec un coude donc posé sur une table qui a des particularités et assis sur une pierre. Il semble très apaisé, mais paradoxalement il continue à travailler puisqu'il a un pied posé sur un soufflet. Le soufflet attise le feu d'un athanor, ici représenté sur la gauche de la porte, avec 3 étapes qui correspondent à la Trinité qu'on peut trouver dans toute chose. Ça peut être la matière solide, le gaz, le liquide, les 3 éléments, mais bien d'autres choses. Et ici, nous avons donc ce que nous appelons une cornue, qui permettait une transformation, dont le résultat, après feu et combustion, nous dégagerait un substrat qui sort du cadre de la porte, ce qui nous invite à ouvrir la porte pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et puis sur la droite
de ce personnage très paisible, nous avons cette table, un guéridon. Qui dit guéridon dit 3 pieds, donc là on souligne aussi une trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le corps, le mental, l'âme, le minéral, le végétal et l'animal. Et ensuite nous avons une hélice qui symbolise une élévation, mais dans un sens très particulier, dans le sens horaire, c'est-à-dire dans le sens solaire. Et sur cette table, qui est hexagonale, nous avons une pierre. Une pierre qui brille, symbolisée par ses rayonnements, de laquelle sort un verre. Souvenez-vous que nous sommes en alchimie. Cela signifie qu'il y a un code. Si un verre sort d'une pierre, c'est que peut-être la pierre est verte. Si la pierre est verte, ça veut dire qu'il s'agit peut-être, puisqu'elle brille, d'une pierre précieuse, en l'occurrence l'émeraude. Cet homme semble accoudé sur la table d'émeraude. La table d'émeraude, qui est importante aussi pour les alchimistes, qui correspond à Thoth Hermès, et ici elle a 8 côtés. Le 8 est aussi la signature de cette maison, puisqu'on a une connaissance avec le 8 de l'éternité. Sur cette partie centrale, l'homme est assis sur une pierre signée d'un phi. Le phi, peut-être, symboliserait un chiffre particulier, comme pi, mais ici, c'est peut-être la signature d'une pierre philosophale. Cet homme aurait-il découvert la pierre philosophale, la fameuse pierre des alchimistes? Sur la partie haute, il y a une inscription discrète où on peut lire Materia prima, chrysalis, metanoia, perit ut vivat. Les premiers termes sont des termes qu'on retrouve en alchimie, où on travaille sur la matière première. La chrysalis, je pense que tout le monde aura compris la symbolique de la métamorphose. Et perit ut vivat, donc la transcription, c'est périr pour vivre. Il nous invite à mourir pour probablement renaître. C'est exactement la précision qui est apportée ici, en bas de la porte. Ici, nous avons une inscription particulière, puisqu'elle est à l'envers. Donc, puisqu'elle est à l'envers, on nous invite à un retournement pour la lire. Et si je me retourne, je vais pouvoir déchiffrer ce qui est marqué, à savoir, accepte le chemin de la mort qui t'est offert, et tu ressortiras transformé vers plus de lumière. Le double et insiste sur le fait de cette transformation. Une fois de plus, on nous invite à mourir pour une renaissance. Et c'est signé le jardinier. Pourquoi? Parce que le jardinier, c'est celui qui sème dans la terre, et de cette terre, de la mort, la graine va renaître à la lumière et donner une plante magnifique. Maintenant, je vous invite à rentrer et à pénétrer de l'autre côté. Alors, comme toutes les portes alchimiques, elles ne s'ouvrent pas dans le sens normal, mais dans le sens inverse. Alors voilà, ici on rentre dans une pièce très basse qui nous oblige à l'humilité. On ne peut pas se tenir droit et on est obligé de gommer sa fierté. On vient de rentrer dans le premier passage, on rentre sous terre, symboliquement la cave. On est comme dans un cachot et ça représente la mort, l'étape de la mort. Donc on doit mourir à quelque chose, à quoi le mystère demeure. Et puis il y a un moment donné où les yeux s'adaptent à cette obscurité jusqu'à entrevoir quelque chose. Et ici, nous voyons apparaître au dos de cette porte, que l'on nomme la porte de l'ombre et de la lumière, dans la pénombre, on voit apparaître ce paysage. Alors en fait, cette porte pourrait être la porte de la médecine, c'est-à-dire qu'à
après le travail mental et intellectuel que nous suggère l'atelier, la forge, dans la matière, on commence à rentrer dans des champs vibratoires, dans quelque chose de plus énergétique. C'est pour ça qu'ici on voit apparaître 7 dessins, et ils sont représentés ici par le premier chakra, qui va jusqu'au chakra coronal, et un astre, le soleil, qui peut décrire une certaine illumination. Tout en haut, nous avons effectivement des planètes représentées, dont la Lune, Saturne, Jupiter, Mars, etc., en symbole alchimique. Ça, c'est une connaissance, ça veut dire qu'on va atteindre la connaissance du cosmos, la connaissance de l'univers, en partant du plus bas. Centré sur ce cinquième chakra, sur ce cinquième dessin, nous avons effectivement des cercles concentriques qui correspondent exactement à une échelle logarithmique. L'observation à une échelle nous donne des indications sur l'observation à une autre échelle. Ensuite, il y a des choses inscrites. Pour le triangle vertical, qui va vers le haut, pardon, nous avons deux termes, materia et spectrum. Et pour celui qui est discret, ici, le triangle discret qui pointe vers le bas, il y a ex materia et spectrum. Il y a en fait ici un jeu de mots entre matière et non-matière, et entre spectre et sceptre, qui sont des mots pas très loin l'un de l'autre. Le sceptre est un attribut de certaines personnes. Le chercheur trouvera à qui appartient ce genre d'attribut. Et le spectre nous symbolise la non-matière, c'est-à-dire ce qui est du domaine de l'invisible. On a donc ici les contraires entre visible et invisible. Entre le visible extérieur de la porte et la face intérieure de la porte qui est invisible. Ici on a le bas de la porte, quelque chose d'assez particulier, qui est le crâne, qui symbolise que ici dans ce lieu, dans ce cachot, dans ce cabinet de réflexion, eh ben, des hommes sont morts peut-être, à avoir trop réfléchi et n'a pas avoir su percer le mystère, mais nous avons de la chance puisque nous avons la capacité de percevoir. Et comme on dit en langage des oiseaux, percez et vous verrez. Percevoir. Ici, il y a une écriture en latin, nunc quod mortuus es cernis verum, qui signifie lorsque tu seras mort, tu verras la vérité. Et c'est signé d'un personnage particulier, Khnum Khufu, ou la voyante. Encore des mystères. Décidément, à croire que les alchimistes nous cachent des choses. Nous pouvons constater encore quelques géométries, discrètes mais présentes, et un serpent. On retrouve le cobra qui était sur notre balcon, mais dans une configuration non verticale. Il a peut-être contribué à la mort, mais cependant, une mort qui probablement porte le signe de l'infini, puisque le serpent est en forme de 8. Après ce labeur, symbole du travail sur soi, l'homme approfondit son cheminement intérieur. On vient d'arriver au premier étage et nous sommes ici dans la pièce après les éléments de la terre, puisque nous venons de passer dans le cabinet de réflexion, c'est-à-dire dans cette cave très particulière dont nous venons de voir tous les éléments. Et nous étions à l'extérieur au point du jour. Maintenant, l'aube a cheminé, on est vraiment au petit matin, mais on n'a encore pas atteint la grande lumière.
Donc ici, il y a encore de quoi œuvrer, puisqu'on a le feu qui est présent, et comme on l'a vu, c'est l'élément de la forge. Pour la suite donc de notre visite dans cette maison, de notre chemin, de notre voyage alchimique, après le feu, toujours à l'étage, nous avons la présence de l'eau, par l'intermédiaire d'une salle de bain, d'une salle d'eau. Et nous avons aussi le torii et un escalier qui va nous inviter à prolonger notre voyage et continuer notre élévation. Qu'est-ce qu'un torii? C'est une porte qui symbolise la séparation entre le visible et l'invisible, entre la matière et le subtil. On peut voir une distinction, ce sont des pièces naturelles de bois. L'une est naturellement sculptée par des insectes, elle représente le féminin, avec les courbes, et l'autre le masculin. Nous avons donc les deux principes qui sont très importants dans notre parcours. Alors la quête d'un alchimiste, c'est d'incarner toutes les facettes d'une chose pour avoir la compréhension du monde, en intégrant vraiment au sens large les sciences subtiles, les sciences connues et celles qui sont moins connues. Pour donner un exemple, si on va au restaurant et qu'on a à manger un bœuf bourguignon, on nous présente une assiette et il va y avoir un résultat sur le repas, sur le plaisir ou non qu'on a eu à manger, à déguster le plat. Un des regards, ça peut être celui du cuisinier, un expert ou un gastronome qui va dire « Ah, l'assiette est sympa pour telle ou telle raison. J'aurais peut-être plutôt fait les lardons comme ça, avec ou sans lardons d'ailleurs, couper les carottes de cette façon. » C'est un regard. Un autre regard, ce serait celui d'un potier qui aurait à considérer l'assiette par sa forme, par la gestuelle qui a été mise sur la poterie. Ce serait son regard, lui, qui serait attentif à ça. Une autre personne, qui serait antiquaire, aurait tendance, après avoir terminé son assiette, à regarder ce qu'il y a dessous, voir si c'est une porcelaine de Limoges, une faïence de Chine, etc. etc. L'alchimiste, il va considérer tous ces points de vue, sans en exclure un seul, mais au-delà. Dans le monde subtil, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le repas a été bon? Pourquoi j'ai passé un moment? Quelle matière a l'importance? Est-ce que c'est le plat, la façon et la qualité et peut-être l'amour qui a été mis dans le plat? Est-ce que c'est l'assiette? Est-ce que c'est le convive avec qui on a partagé? Est-ce que c'est le cadre? Est-ce que c'est le décor? Mais il a besoin de comprendre tout, y compris ce qui n'est pas connu. Et c'est cette quête-là qui permet d'avoir une compréhension sur l'équilibre du monde ou le non-équilibre, le chaos ou l'ordre. Et cette compréhension est très importante car il servira le monde, l'humain et son prochain à travers les résultats de son labeur. Après le torii, l'étage de l'eau et du feu, nous allons monter à l'étape intermédiaire qui est l'air et l'éther. Nous allons emprunter cet escalier qui a plusieurs particularités. La première, c'est qu'il comporte 7 paires de marches. 7, on est à nouveau sur nos 7 chakras. Et pair, parce qu'on a 2 serpents, n'oubliez pas, qui vont se croiser pour atteindre une certaine élévation, voire une illumination. Donc ça, c'est une des premières caractéristiques. Et la deuxième, comme vous pouvez le voir, il y a une partie sombre dans l'escalier et une partie claire. Une partie noire, une partie blanche. Cette partie noire et blanche sont aussi la signature des contraires qui sont utiles, c'est-à-dire que dans notre personne, on ne doit pas négliger l'obscurité pour atteindre la lumière, c'est-à-dire qu'il faut accepter de descendre
au plus profond de soi, travailler l'ancrage pour développer ce qu'on pourrait appeler son feuillage, pour reprendre la symbolique du bois et de l'arbre. Donc ici, on a une partie importante entre l'escalier et le garde-corps. L'escalier est très vertigineux et nous devons travailler sur nous, sur nos peurs pour pouvoir nous élever. C'est un passage, donc qui demande effectivement de la prudence et de l'attention, de la vigilance. Ici, sur le garde-corps, nous avons représenté des constellations de points successives et c'est le signe qu'on commence à atteindre la lumière, le cosmos, une connaissance un peu plus grande, un peu plus élevée. Là, nous avons le cœur de la maison. Souvenez-vous, sur la façade, nous avions pu constater 4 points particuliers, l'alpha et l'oméga, qui représentent la totalité, la première lettre de l'alphabet grec et la dernière lettre, et le pan et le serpent. Ce carré exact qui constituait une base de pyramide se termine ici par le sommet de la pyramide. Donc géométriquement, nous sommes exactement ici positionnés au sommet de la pyramide. La particularité de cet endroit, c'est que nous trouvons un linga. Le linga, c'est une pierre dans la tradition indienne qui a des spécificités, qui est représentative de la Trinité, Shiva, Brahma, Vishnu. Et en dessous, ici, dans le socle, nous avons une pierre très particulière et très rare qui est insérée. Cette pierre, c'est la charoïte. Charoïte, en russe, signifie le charme, la beauté, mais aussi le sorcier. Cette pierre vient de la rivière Chara, en Sibérie. Elle a une particularité par sa couleur, déjà, elle est violette. Donc elle correspond au final de nos chakras, puisque le chakra coronal est de couleur violette. L'autre caractéristique de cette pierre, c'est une pierre qui est excellente pour le travail au niveau du cœur, l'ouverture du cœur. C'est très important dans la démarche, puisque, nous le savons, par différentes traditions, l'amour est un vecteur de paix. Voilà donc ce cœur qui contribue parfaitement à la vibration du lieu, qui est exceptionnel, à en croire les personnes qui ont visité. Cette année, 3 personnes qui ont visité le lieu ont eu des larmes spontanément. C'est la preuve qu'il y a une vibration particulière, mais le travail de l'air étant fini, il ne nous reste plus que la contemplation, s'asseoir tranquillement et regarder. Contempler en alchimie, on entend contemple. C'est bien le temple qui s'ouvre par la contemplation. Le voyage se termine à cet étage, puisqu'il s'agit de l'étage de l'air. Nous avons commencé donc par la cave, la terre, ensuite le feu et l'eau, et nous terminons par le 4e élément alchimique, qui est l'air. Donc nous avons ici un panorama, c'est la symbolique de l'air. Mais il nous restera une dernière étape, qui est l'éther. Pour atteindre l'éther, il est indispensable de faire le dernier pont, et c'est vraiment là l'ultime voyage intérieur, peut-être par la méditation, peut-être par une réflexion approfondie de son être, mais le chercheur trouvera ses réponses ou pas. Il appartient à chacun de cheminer.
c'est parce qu'on considère tous les points de vue, sans en extraire, sans en exclure un seul, qu'on peut atteindre une notion de vérité. Dès l'instant où vous reniez la considération de chacun, vous n'atteindrez pas la vérité. Parce que la superposition des points de vue, des angles de vue, nous permet de voir ce qui est comme un. Et c'est ce qui est comme un qui fait la vérité. Plutôt que de regarder ce qui nous divise, regardons ce qui nous rassemble. Et ça, c'est un point de vue intéressant qui permet de refonder une cohésion, refonder la matière avec l'esprit pour aboutir à quelque chose de plus paisible, qui est moins dans le conflit, moins dans les guerres. Ça me paraît très important. Et c'est probablement ce qui a été fait à travers un lieu comme ça, une explication discrète, mais nécessaire, voire indispensable. Ici on arrive sur la dernière porte. On a donc acquis dans l'élévation et dans le cheminement initiatique à travers la maison une certaine connaissance, une certaine force intérieure, et quand on ressort, on arrive quasiment à la pleine lumière, celle de midi. Et cette porte symbolise l'expérience, la connaissance. C'est-à-dire que ici est résumée toute la connaissance acquise par l'alchimie. Voilà l'histoire. Nous arrivons au monde par ici, le symbole de l'eau qu'on a vu hier, qui s'appelle la Shila, mais qui symbolise aussi la vulve. Et commence un parcours qu'on pourrait qualifier d'infernal, à travers un escalier qui monte en permanence. Nous sommes tout d'abord à l'instinct animal, dépourvu de sens et de conscience, pour être bébé, puis adulte et vieillard. Et ici peut symboliser le cycle des réincarnations, infini, jusqu'à un moment donné, la sagesse arrivant, on rencontre un obstacle subtil, qui n'est pas matière mais non matière, puisque sculpté en négatif, qui est une échelle, symbolisant une ascension. Au fur et à mesure de l'ascension de cet homme-là, on voit quelque chose chuter dans le vide. Ce sont ses vêtements, ses habits, l'apparence. Alors, dans cette ascension, nous avons à nouveau des géométries très particulières, puisqu'on a une échelle qui est orientée selon le triangle parfait 3, 4, 5. Ici, l'homme qui ascensionne sur cette échelle, un chemin notamment périlleux, a les mains attachées dans le dos et les yeux bandés, ce qui signifie qu'il est dépourvu de ses sens. C'est probablement qu'il a atteint des sens subtils, c'est ce que nous pouvons appeler des hauts sens de perception. Il est confiant et marche avec certitude sur une échelle à 7 barreaux pour aller trouver un faucon qui symbolise l'âme. La rencontre avec l'âme de cette personne qui devient par le fait initié. Le faucon prend son envol et devient un aigle. Un aigle qui a la connaissance solaire, puisqu'il atteint le soleil, il atteint donc une illumination. Nous retrouvons des géométries très particulières qui partent du cœur de l'initié, qui vont au faucon et qui retournent ici au centre du soleil. Ce triangle équilatéral possède 3 côtés égaux de 33 cm. Et l'aigle, qui a une posture avec les ailes déployées, est poursuivi par de nouvelles géométries qui correspondent à 12 axes. Ça veut dire qu'il a atteint la connaissance solaire, cosmique, des constellations et de l'astrologie. Et puis enfin, sur cette porte, nous avons un signe particulier de protection. Ce signe de protection s'appelle la Chnissa
et qui correspond, chez les Berbères, à la main de Fatima. C'est la protection pour que les ténèbres soient sous bonne garde et que l'obscur soit veillé. Et pour terminer, sur le bas de la porte, nous voyons à gauche un homme avec 4 bras en méditation et des cercles autour de la tête et autour de son corps qui symbolisent l'aura, l'éveil, jusqu'à l'illumination. Cet être est en paix et possède certains acquis. Et en bas à droite, nous avons un tertre sous lequel les habits, peut-être, nous pourrions imaginer, sont enterrés, ou en tous les cas, le persona, c'est-à-dire la façade, l'illusion. Et sur ce tertre se balade un scarabée qui symbolise chez les Égyptiens l'éternité. À savoir que le scarabée, c'est le seul personnage, le seul insecte qui se déplace avec la Voie lactée. On rentre dans les ténèbres à une différence près. C'est comme vous pouvez le voir, tout est simplifié. Ici nous avons une gravure, une sculpture très simple, dont la base est un infini, au-dessus duquel se trouve une spirale, et enfin une courbe qui s'élève et qui termine verticalement. Ces 3 symboles sont les suivants. Ça représente de loin un Bouddha, donc quelqu'un qui est en méditation, qui a trouvé une certaine paix, une certaine compréhension, une certaine harmonie sur la vie. Et le symbole infini est tout simplement la vibration cosmique et cellulaire. C'est la vibration initiale, le Aum, c'est là où tout commence. Au-dessus, cette spirale est une sorte de labyrinthe. C'est là où on commence à comprendre que nous avons un travail à faire. C'est pour ça que ça commence par un trait vertical, suivi d'une redescente, puis d'une remontée, et d'une redescente, et encore une remontée. Ça, symboliquement, c'est le parcours du chercheur qui travaille sur ses émotions, sur son intériorité. C'est le voyage intérieur. Jusqu'au moment, dans le dernier mouvement, un peu comme une machine à laver, où les émotions trouvent une paix et vont rejoindre ce fil vertical qui s'élève, qu'on peut appeler l'âme. Nous avons donc une trinité entre corps, esprit et âme. Donc le voyage intérieur est, pour dire terminé, le cours de la vie reprend avec une perception différente et une paix intérieure acquise. C'est à souhaiter. Nous arrivons bientôt à la fin de notre voyage intérieur. Mais avant, au plus haut de la demeure, un mystérieux objet dissimulerait une boussole d'or, composée de 10 directions. En effet, pour atteindre l'éveil, nous devrions parcourir les 4 points cardinaux. Considérer le haut comme le bas, le passé et le futur, sans oublier d'explorer l'extérieur de notre être. Et enfin, notre intériorité, clé de l'aboutissement de chacun. L'alchimie est très souvent mystérieuse et très souvent codifiée. Le commun des mortels aurait probablement, de par son ignorance, un jugement, une critique. On ironiserait, on détériorerait. C'est pour ça que tous les initiés
sont généralement dans l'ombre, sont des personnes discrètes et cette maison est relativement discrète. Les gens qui ne sont pas sensibles passeront à côté et il y a des hommes qui feront des vies dans l'ignorance. Et quelques-uns, des chercheurs, qui s'arrêteront, essaieront de comprendre ce mystère et, de par le travail qu'ils font sur eux-mêmes, pourront éclairer ou non son prochain, sa descendance. Et là, je dirais que le message serait gagnant. Résultat final, on revient très exactement au point de départ avec une particularité, c'est qu'on a ici un symbole de rose, pas n'importe quelle rose, c'est la Rosa canina, qui correspond à l'églantier ou au cynorhodon, et c'est un symbole alchimique dans la mesure où cette rose est la seule qui a 5 pétales. 5 pétales, une forme géométrique d'une étoile à 5 branches, qui est comme l'homme de Vitruve. On a par ce symbole la démonstration qu'on a atteint une certaine perfection à condition d'avoir accompli comme il faut ce voyage intérieur.